Vous faites bien de nous avoir choisi pour vous informer. Il est 20 h à Libreville, la capitale gabonaise. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. L'examen de l'état d'avancement des négociations de l'accord partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale au menu des assises de la 13e session du comité ministériel, assises qui se sont ouvertes ce matin à Libreville. Toujours au Gabon, le ministre d'État des Travaux publics et de l'aménagement du territoire sur le terrain, Jean-Pierre Oïba, a voulu se rendre compte des travaux d'assainissement qui se sont effectués dans la commune de Libreville dans l'objectif de rendre la circulation plus fluide. Environnement dans ce journal, des scientifiques chargés par l'ONU ont évalué le recul de la biodiversité. Une partie de la production agricole mondiale est menacée aujourd'hui par le déclin d'abeilles, de papillons et d'oiseaux. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, Patricia Lydie-Mouelé. Bonsoir, Dina Koussou. Et nous commençons ce journal avec l'économie et ouverture ce matin à Libreville des travaux de la 13e session du comité ministériel des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Une cérémonie présidée par le ministre gabonais du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et du développement des services, Madeleine Baird. Judith Koindo et Mohamed Dina étaient sur place. C'est dans le cadre des négociations de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne que se tiennent ces travaux de la 13e session du comité ministériel. Un rendez-vous d'échange et de partage. Il est donc question pour les membres de cette institution de financer les structures techniques de négociation, comme l'a souligné le président. Vos échanges porteront, entre autres, pour ne pas dire essentiellement, sur l'état de mise en œuvre des orientations ministérielles, particulièrement dans les domaines suivants: l'accès au marché des marchandises et les questions douanières, le commerce des services, avec notamment le master plan de développement des services en Afrique centrale. Dans son allocution circonstancielle, le ministre du Commerce s'est appesanti sur les défis majeurs de l'Afrique centrale. Nous devons tous ensemble réfléchir à l'édification d'une collectivité d'intérêt qui permettrait de poser les jalons d'un partenariat stratégique et équilibré avec le partenaire de l'Union européenne, en tenant compte des enjeux de développement qui sont les nôtres, fortement influencés par le contexte de mondialisation. Au terme de cette journée de travail, un rapport devait être mis en examen et adopté par la 13e session du comité ministériel des négociations de l'APE, notant que le Gabon a été désigné parrain de ces négociations avec l'Union européenne. Toujours dans la rubrique économie, l'Allemagne opposée à l'engagement de nouveaux plans de relance budgétaire basés essentiellement sur la dépense publique des pays du G20. Des points de vue divergents quant aux meilleurs moyens de conforter une croissance mondiale en panne. Nous retrouvons une fois de plus Judith Koindo. C'est à la réunion du G20 Finance à Shanghai que le ministre allemand des Finances a déclaré que les tentatives de doper l'activité économique en assouplissant toujours davantage la politique monétaire pourraient s'avérer contre-productives. Pour lui, discuter de nouveaux plans de relance n'aboutirait qu'à détourner le G20 des véritables tâches auxquelles il devrait s'atteler. Nous ne manquons pas de propositions de politique, mais encore une fois, nous manquons de mise en application de ces politiques. L'incertitude actuelle pourrait annoncer la prochaine crise. L'économie mondiale, comme nombre d'États, a besoin d'être suffisamment résistante pour y faire face. Pour le moment, le niveau des dettes publiques et privées est trop élevé et la croissance reste trop faible. Le modèle de croissance basé sur l'accroissement de la dette a atteint ses limites. Il cause même de nouveaux problèmes. Il fait grimper la dette, créer des bulles et les prises de risques excessives sont certaines défis l'économie. Un avertissement à contre-courant au sein du G20 face à l'assombrissement de la conjoncture et à la nervosité des marchés, soulignant que la priorité pour les membres du G20 n'est pas de laisser filer davantage leurs déficits, mais au contraire de commencer prudemment à assainir leurs comptes publics. Et puis Patricia, nous restons en économie. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise a assuré aujourd'hui, juste avant la réunion du G20 Finance à Shanghai, qu'il gardait des marges de manœuvre pour soutenir l'économie. En effet, Dina, il a d'ailleurs souligné qu'il ne voyait aucun fondement à la dépréciation du yuan et que Pékin avait encore des outils d'ailleurs de politique monétaire à sa disposition pour pouvoir soutenir justement cette activité.
S'exprimant avant une rencontre à Shanghai des grands argentiers du G20, le gouvernement de la Banque centrale chinoise a déclaré qu'il n'y a pas de fondement économique pour une dépréciation persistante du yuan. Malgré le violent ralentissement de la croissance chinoise, au plus bas depuis 25 ans, et le soufflement continu de l'activité dans le pays, le gouverneur s'est voulu ostensiblement rassurant. La Chine a toujours un excédent de la balance des opérations courantes. L'inflation reste faible, notre croissance demeure relativement forte. Notre compétitivité à l'international demeure forte. Il n'y a donc pas de fondement économique pour une dépréciation persistante du yuan du point de vue des fondamentaux. La Chine conserve une marge de manœuvre monétaire et garde les outils de politique monétaire pour faire face aux risques potentiels. Dans ses efforts pour rassurer tous azimuts, le gouverneur Zhou s'est empressé d'ajouter que son institution gardait d'abondantes munitions pour faire face à toute aggravation de la conjoncture et stimuler l'activité. Soucieux de stopper l'hémorragie et de stabiliser sa monnaie, la Chine puise dans ses colossales réserves de devises étrangères pour racheter massivement des yuans. Ces réserves de change, les plus importantes du monde, ont fondu de presque 1 000 milliards de dollars en janvier pour tomber à 3 200 milliards de dollars au plus bas depuis mai 2012. Le volet politique à présent au Congo-Brazzaville, eh bien, la Cour constitutionnelle a examiné pendant 2 jours les dossiers des candidats à la présidentielle du 20 mars prochain, qui lui ont été soumis d'ailleurs par la Direction générale des affaires électorales du Nakusu. Patricia, il faut le dire, l'unique candidature rejetée sur les 10 enregistrés est celle d'un inconnu de la scène politique. Ce dernier, tenez-vous bien, n'a pas pu verser sa caution qui s'élevait à 25 millions de francs CFA. Eva Mbala pour les détails. La liste définitive des candidats en lice pour la présidentielle du Congo-Brazzaville pour le scrutin du 20 mars 2016 a été arrêtée par la Cour constitutionnelle. Les candidats sont au nombre de 9. Il faut citer Denis Sassou Nguesso, Anguillos Nangia Ngambe, Pascal Tsatsi Mabiala, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolelas, Claudine Mounari Nema Bonzot, Joseph Kinyumbi Kia Bungu et Michel Mboussi Ngwari. L'institution a éliminé la candidature de Luc Parfait Chinyanga Mavungu, un inconnu de la politique congolaise. À Brazzaville, nombreux sont ceux qui imaginaient l'invalidation de la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko suite à ses déboires judiciaires pour lesquels il répond aux convocations du parquet et de la police depuis quelques jours. C'est au sujet d'une vidéo qui date du début des années 2000 qui circule sur Internet, mettant en cause le général Mokoko dans une affaire de coup d'État supposé. Le général, qui a récemment démissionné de ses fonctions de représentant spécial de l'Union africaine en Centrafrique, pourra néanmoins participer à la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, repart à la conquête des suffrages, tout comme en 1992, 2002 et 2009. 4 anciens ministres, dont une femme, 2 anciens candidats à la présidentielle de 2009 et un candidat qui se réclame du centre, complètent la liste. Direction la zone des Grands Lacs en bref et en images après le premier jour de discussion au Burundi pour la délégation de haut niveau de l'Union africaine composée de 5 dirigeants africains. L'opposition affiche clairement sa déception. Cette délégation qui est chargée de mener des consultations pour convaincre de la nécessité d'un dialogue inclusif pour tenter de sortir le Burundi de la crise qui le secoue s'est entretenue avec le président burundais Pierre Nkurunziza. Rappelons-le qu'ils ont rencontré la veille des représentants de l'opposition qui ont insisté sur la nécessité d'organiser à l'étranger un dialogue incluant toutes les parties pour sortir de la crise, précisant aussi que le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza a indiqué que les résultats atteints seraient divulgués samedi par l'Union africaine. Restons toujours en bref et en image, cette fois au Niger, où la Commission électorale nationale indépendante vient donc de proclamer les résultats provisoires définitifs. Le président sortant Mahamadou Issoufou arrive en tête avec 48,4% des voix, suivi de l'ex-président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, qui lui est arrivé avec 17,7%. Il y aura donc un deuxième tour, comme vous le comprenez aisément, mais déjà la CENI reste dans le collimateur de l'opposition. Les 4 candidats Amadou Boubacar Sissé,
Cissé, Ama Amadou, Seni Omarou et Maman Ousmane, leader donc de la COPA, la coalition pour l'alternance 2016, sont revenus à la charge contre la commission électorale après l'avoir déjà accusée en milieu de semaine de complicité avec le pouvoir. Au vu de multiples dysfonctionnements qu'ils dénoncent, ils préviennent déjà qu'ils se réservent le droit de rejeter l'intégralité des résultats de la présidentielle, mais également des législatives. Direction Juba, où le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en visite au Soudan du Sud, où il a annoncé d'ailleurs le soutien financier de l'ONU dans ce pays à hauteur de 21 millions de dollars pour la protection et l'aide humanitaire au moment le plus critique au Soudan du Sud. Il faut le dire, aider le pays à sortir du cauchemar dans lequel il était a été justement le but de la visite de Ban Ki-moon, un reportage signé Judith Koindo. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé jeudi les acteurs de la crise du Soudan du Sud, un pays déchiré par la guerre civile depuis plus de 2 ans, à faire preuve de responsabilité et à œuvrer à l'application de l'accord de paix signé en août 2015. Le secrétaire général, qui a également plaidé auprès de ses interlocuteurs pour que la liberté de mouvement des ONG soit garantie, a annoncé que les Nations Unies allaient débloquer 21 millions de dollars au titre de l'aide humanitaire pour le pays. J'annonce aujourd'hui que les Nations Unies vont dédier 21 millions de dollars de notre fonds central pour la réponse d'urgence au peuple du Soudan du Sud. Ces ressources nécessaires permettront une protection et une aide humanitaire au moment le plus critique. Ban Ki-moon a fait également valoir que le Soudan du Sud a maintenant un accord de paix à signer en août 2016 et que respecter les termes de cet accord n'est pas une option mais plutôt un devoir. Rappelant que l'accord de paix qui était conclu par Salva Kiir et Riek Machar en août 2015 prévoyait un cessez-le-feu et un mécanisme de partage de pouvoir pour mettre fin à la guerre déclenchée en 2013. Soulignant qu'en réinstallant le 11 février Riek Machar au poste de vice-président qu'il avait déjà occupé entre 2005 et juillet 2013, cela a marqué un léger progrès dans l'application de cet accord. Mais les discussions sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, censé aboutir avant la date butoir du 22 janvier, sont pour l'instant encore dans l'impasse. Et Riek Machar n'est toujours pas retourné à Juba, la capitale où il n'a plus mis les pieds depuis 2 ans. Et ce communiqué émanant de la direction générale Canal 7, nous souhaitons justement revenir brièvement sur l'émission spéciale diffusée hier à 20h45 sur Canal 7 relative à la subvention accordée aux médias au Gabon, au cours de laquelle le présentateur a affirmé avoir contacté les membres du cabinet du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais, pour que ces derniers participent à la dite émission. Vérification faite, les collaborateurs du ministre n'ont pas été contactés. À cet effet, Canal 7 présente toutes ses excuses au cabinet du ministre pour la gêne occasionnée et la chaîne reste ouverte à toute demande de communication que le ministère souhaite effectuer sur le sujet. De la diplomatie à la page société dans ce journal, le ministre d'État gabonais, ministre des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire sur le terrain. Il s'agissait pour Jean-Pierre Oyiba de faire le tour des chantiers entrepris dans la commune de Libreville. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux. Compte rendu de Patricia Lidimouélé et de Yannick Etou. Jean-Pierre Oyiba s'est voulu pragmatique en effectuant cette visite des voiries urbaines de Libreville, qui d'ailleurs rentre dans le cadre de ses missions. Une visite marathon qui a été l'occasion pour le ministre Oyiba de se rendre à l'évidence. Les travaux avancent. Il y a des chantiers achevés qui nécessitent quelques petites retouches, notamment la signalisation sur certains axes. C'est le chantier PK5, PK12. Et vous avez constaté que ce chantier a démarré et il avance. Et si toutes les conditions sont réunies, dans 4 mois, la voie de droite en sortant de Libreville va être livrée à la circulation pour permettre de réhabiliter la voie de gauche afin d'avoir une circulation plus fluide, parce que c'est une autoroute qui est prévue en 2 fois 2 voies jusqu'au PK12. Et de PK12, PK25, PK40 jusqu'au PK40, on a 2 fois 2 voies. Depuis sa prise de fonction, 2 réformes principales ont déjà été introduites. On a conduit 2 réformes importantes. La première, c'est une réforme que nous en avons trouvée, qui est en cours, qui a été initiée par mon prédécesseur. C'est une réforme portant sur la suppression de l'ANGT d'une part et celle du fer deuxième génération d'autre part, pour créer ce que nous avons aujourd'hui, l'ANGTI, l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure.
L'aménagement des voiries urbaines demeure une priorité pour les responsables de ce département qui mettent tout en œuvre pour booster les chantiers de la ville pour une meilleure circulation. Justice à présent, c'est aujourd'hui que s'est ouvert en Afrique du Sud un procès sur les violences commises durant l'apartheid. 4 anciens policiers, membres de la branche armée Congrès national africain, accusés d'avoir kidnappé et tué une jeune femme, ont donc comparu devant la justice. Des précisions avec Léa Hatsam. 4 policiers blancs âgés de 60 à 70 ans qui faisaient partie d'une unité spéciale de la police de Soweto, chargée de traquer les militants de l'ANC, ont comparu pour le meurtre de Nokotoula, 30 ans après le décès de la jeune militante anti-apartheid de 23 ans en 1983. Il y a 20 ans, ces hommes ont avoué une partie des faits devant la commission Vérité et Réconciliation. Mais aujourd'hui, l'amnistie leur a été refusée. La commission estime qu'ils n'ont pas révélé toute la vérité. Nos négociations ont été, d'une certaine façon, compromises. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ne devaient pas divulguer certaines informations. Nous voulions qu'elles nous disent où sont nos camarades disparus. Tout cela est la raison d'être du TRC, afin qu'elles ne soient pas envoyées directement en prison. Ceux qui n'ont rien divulgué devraient, selon moi, être envoyés en prison. 20 ans après la fin de l'apartheid, l'ouverture vendredi à Pretoria de ce procès est une décision significative. Engagée dans cette bataille juridique, la famille espère que le corps de la jeune fille sera enfin retrouvé. S'ils l'ont jeté dans la rivière, qu'ils m'emmènent là-bas. S'ils l'ont brûlé et ont dispersé ses cendres, qu'ils me disent l'endroit où ils l'ont fait. S'ils l'ont enterré quelque part, j'irai la déterrer afin de lui offrir des vraies funérailles. C'est tout ce que je demande. C'était la première audience d'un procès qui devrait durer des mois. À ce jour, très peu de personnes ont été poursuivies pour les crimes commis pendant l'apartheid. La décision de poursuivre ces 4 anciens policiers est donc historique pour le pays. Comme on vous l'annonçait en titre, nous parlons à présent d'environnement. La production agricole est menacée. Des scientifiques chargés par l'ONU ont évalué le recul de la biodiversité. Et selon ces experts, le déclin des abeilles, des papillons ou des oiseaux menace une partie de la production agricole mondiale. Léa Hatsam pour les détails. Selon un groupe d'experts internationaux chargés d'évaluer la biodiversité, les moyens d'existence des millions de personnes et des centaines de milliards de dollars de production agricole seraient menacés en raison du nombre croissant de pollinisateurs menacés d'extinction. Un constat inquiétant, d'autant plus que de nombreux produits alimentaires ne seraient plus en mesure d'être consommés du fait de leur dépendance aux produits de la pollinisation, causant ainsi des risques de malnutrition, selon ces scientifiques. Des changements dans l'utilisation des terres, des pratiques de l'agriculture intensive et l'utilisation des pesticides, des espèces invasives et agents pathogènes, ainsi que les changements climatiques seraient responsables de ce recul. Soulignons que c'est pour la première fois qu'une analyse de cette ampleur est réalisée sur ce sujet. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont particulièrement touchées par le déclin des pollinisateurs sauvages. Par ailleurs, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique ont enregistré des données incomplètes. Le groupe d'experts rappelle cependant que les moyens de créer un monde favorable aux pollinisateurs sont notamment la présence accrue de fleurs sauvages à proximité des cultures, une baisse de l'utilisation des pesticides et un meilleur contrôle des parasites. Culture à présent, à Dakar au Sénégal, une plateforme de téléchargement légal de musique a été lancée avec des titres de près de 200 artistes déjà disponibles. C'est donc une première dans ce pays, mais également sur le continent africain qui, selon donc ses promoteurs, contribuera à la lutte contre la piraterie. Le point avec Eva Mbala. Music Bee est le nom de ce concept qui a vu le jour ce mercredi 25 février à Dakar au Sénégal. Music Bee, comme l'a indiqué Moustapha Diop, directeur général de Solid, une PME sénégalaise spécialisée dans l'informatique qui a développé le projet. L'expression signifie la musique en Wolof, parlée majoritairement au Sénégal et en Gambie. Il s'agit de la première plateforme de ce genre permettant de télécharger de la musique via SMS ou le système de paiement électronique PayPal au Sénégal, mais aussi le premier site de téléchargement légal de musique en Afrique via SMS. Solid explique qu'elle a lancé ce projet après avoir constaté que beaucoup d'artistes en Afrique ne vivent pas bien de leurs œuvres. À cause du piratage, ils ne vendent que très peu de CD, support par ailleurs de moins en moins adapté au marché face à l'émergence d'Internet et du numérique sur le continent. Cette initiative, elle est très bonne, ça va nous aider à tous aujourd'hui d'avoir une plus grande expansion de notre musique sénégalaise parce qu'il y a toutes les formes de musique là-dedans.
Grâce à cette plateforme, on peut maintenant, via un téléphone mobile ou un ordinateur, acheter à partir de son crédit téléphonique et télécharger des titres musicaux dont il peut disposer ensuite quand et où il le souhaite sans avoir besoin d'une connexion Internet, puisqu'il ne s'agit pas de streaming. La page sportive de ce journal s'ouvre avec la FIFA. L'Italo-Suisse Gianni Infantino, jusqu'à la numéro 2 de l'UEFA, a été élu président de la FIFA ce vendredi à Zurich avec 115 voix contre son concurrent Sheikh Salman qui a obtenu 88 voix à l'issue du second tour de l'élection. Mamadou Niang pour le point. Jusqu'à la numéro 2 de l'Union européenne de football derrière Michel Platini, Gianni Infantino a été élu président de la FIFA avec 115 voix au second tour de l'élection ce vendredi à Zurich, devant le Cheikh Salman, président de la Confédération asiatique de football, qui a obtenu 88 voix. Le prince Ali de Jordanie a eu 4 voix et le français Jérôme Champagne 0 voix. Le sud-africain Tokyo Sekwale avait retiré sa candidature quelques heures avant le début du scrutin. Le juriste italo-suisse de 45 ans, qui succède à Joseph Blatter, en place depuis 17 ans, est élu pour un mandat de 4 ans. Il aura pour mission de restaurer l'image et la crédibilité de la FIFA, engluée dans la pire crise de son histoire, sur fond de corruption à grande échelle. Alors qu'il fallait 138 voix pour être élu dès le premier tour, Infantino et Sheikh Salman n'avaient obtenu respectivement que 88 et 85 voix. Pour le deuxième tour, il fallait rassembler 104 voix pour trôner les 4 prochaines années à la tête de l'instance du football mondial. Toujours sur le volet sport, la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux s'apprête à organiser une nouvelle édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon ce samedi 27 février 2016, c'est-à-dire demain au gymnase du Prytanée militaire. Patricia, ces événements démontrent bel et bien une bonne coopération qui existe entre le Gabon et le Japon, comme l'a d'ailleurs souligné le président de la Fédération gabonaise de karaté au micro de Michel Zouéhi sur les images de Yannick Edou. Alors que s'approche la 4e édition de la Coupe de karaté de l'ambassadeur du Japon, le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et des arts martiaux affinitaires a rappelé au public gabonais l'importance de la tenue de cet événement qui est un symbole des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Japon et le Gabon. Le judo également est né au Japon et vous allez vous rendre compte que le judo aujourd'hui est à la 25e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Gabon. Nous ne sommes qu'à la 4e édition. Nous avons pensé que, ma foi, qu'il fallait copier sur le judo. Ce tournoi donnera lieu, comme il nous y a habitués, à des combats acharnés qui devraient se dérouler dans un climat de fair play. Dans la sérénité, nous sommes à la 4e édition. C'est quelque chose que nous avons pris l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. Le gymnase, il est réservé. Toutes les récompenses sont prêtes. Vous avez dû remarquer que pour la 4e édition, il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire il y a la préparation, la formation des coachs et la formation des arbitres, que nous appelons communément des stages de coach et stages des arbitres. Le grand rendez-vous de la Coupe de l'ambassadeur du Japon est donc fixé pour ce samedi 27 février 2016 au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Voilà, merci à vous, Patricia Lili-Moulet. Merci infiniment. On se retrouve demain, Dina. À très prochainement sur Canal 7. Merci. Et dans le cadre du focus de ce jour, le commissaire général de la sous-région, M. Pascal Youbi Lara, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons du contenu de ces partenariats qui viennent d'être signés entre l'Union européenne et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous en parlons dans une poignée de secondes.
Pascal Youbi Lara, bonsoir. Bonsoir madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le commissaire de la sous-région, c'est bien cela? C'est ça. Alors nous allons parler avec vous de ces assises dans le cadre de la 13e session du comité ministériel des négociations de l'accord partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. Peut-être d'abord revenir sur les négociations qui avaient été suspendues en 2011 entre l'UE et l'Afrique centrale. Quels étaient les points de divergence? Merci madame de me passer la parole. Il faut dire que nous avons eu un accord en 2011 qui a été, si vous voulez, quelque peu mal négocié par nos partenaires. Nous avions convenu d'avoir un accord équilibré, c'est-à-dire un accord qui a deux jambes, comme on dit. D'un côté, le commerce, de l'autre, le développement. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, en 2011, nos partenaires ont voulu seulement qu'on axe le travail sur les questions commerciales, en oubliant le développement. Le développement, c'est quoi? Le développement, c'est le renforcement des capacités, ce sont les mesures d'accompagnement des entreprises, c'est l'impact fiscal net, c'est-à-dire la comparaison des pertes de recettes liées au démantèlement tarifaire. Et nous avons jugé à l'époque qu'il n'était pas bon pour notre accord de négocier uniquement sur le volet commercial sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est exactement ça qui a fait le blocage à cette époque. Alors, mais justement, on sait que le Cameroun a signé un accord intérimaire avec l'Union européenne. Oui. Quelles sont les conséquences pour l'Afrique centrale et si jamais un accord global n'est pas trouvé d'ici août 2016, quelles pourraient être les conséquences au niveau du... Eh bien, le Cameroun a effectivement signé un accord intérimaire pour faciliter l'accès de ses produits au marché européen. Mais le Cameroun a signé cet accord avec l'idée dès qu'on arrive à l'accord régional, cet accord devient caduc. Alors, il se trouve que nous avons pris certainement beaucoup de temps parce qu'on voulait avoir un accord équilibré, juste, équitable pour tout le monde. Et nous sommes sur la voie d'aboutir plutôt à la conclusion d'un accord régional. Donc, nous avons eu au cours de cette session du COMINA, cette 13e session que le Gabon a bien voulu abriter, suffisamment de progrès pour pouvoir tenir ce calendrier. En d'autres termes, si l'accord régional n'était pas signé, on aurait eu le démantèlement du tarif extérieur commun de la CEMAC. Vous savez que tous les pays membres de la CEMAC ont un seul tarif extérieur commun. Et si le Cameroun démantelait ce tarif, cela reviendrait à établir deux politiques commerciales au lieu d'avoir une seule. Alors, la conséquence, c'est que le Cameroun, les produits du Cameroun rentreraient sur le marché des autres pays comme des produits en provenance de l'extérieur, des pays tiers. Mais nous estimons, et ça les ministres ont compris les enjeux de cette préoccupation, je crois que nous avons eu au cours de cette 13e session, présidée par Mme Madeleine Baird, ministre du Commerce du Gabon, des travaux, des résultats assez fructueux qui nous permettent, à sortir d'un calendrier assez serré, qui nous permettent d'arriver à un accord d'ici août 2007. Oui, mais puisqu'on évoquait l'aspect du Cameroun, l'accord entre le Cameroun et l'Union européenne, cet accord intérimaire, peut-être revenir à la société civile camerounaise qui a quand même dénoncé cet accord. Qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence? Bien, moi je ne peux pas parler à la place de la société civile camerounaise. Tout ce que je sais, c'est que le Cameroun, en signant l'accord d'étape, a bien indiqué au niveau de la région qu'il s'agissait d'un accord intérimaire et que cet accord était appelé à s'effacer dès lors que l'accord régional serait signé. Et je venais de vous dire tantôt que nous avons eu le Cameroun avec nous au cours de cette session qui confirme que dès que l'accord régional est signé, en tout cas l'accord d'étape du Cameroun devient caduc. Ça nous permettrait au niveau de la région d'avoir de revenir à l'harmonisation de notre politique commerciale commune. Et certainement que la société civile craint ce que je vois, c'est que dans la région, la société civile estime que lorsqu'il y aura des démantèlements, il y a des pertes de recettes douanières. Exactement. Et je crois que beaucoup en parlent, surtout vous au niveau de la presse.
Mais il faut savoir que l'ouverture du marché que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre de l'accord de partenariat économique, c'est une ouverture maîtrisée, en ce sens qu'elle est négociée et que nous avons un certain nombre de produits qui seront libéralisés avec la partie européenne. Mais il y a d'autres qui seront protégés justement pour préserver les recettes douanières. Et la partie des produits qui seront libéralisés, les pertes de recettes seront compensées. C'est ce programme qu'on appelle l'impact fiscal net que nous sommes également en train de négocier. Et nous reviendrons justement sur ce programme. Le temps nous est imparti malheureusement. Oui. Merci à vous, monsieur le commissaire de la sous-région. Je rappelle que vous êtes bien monsieur Pascal Youbi Lara, commissaire de la sous-région, et vous avez participé à la 13e session du comité ministériel des négociations de l'accord économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale, notamment la CEMAC. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est sur cet entretien que s'achève ce journal, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont concerné. L'examen de l'état d'avancement des négociations de l'accord partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique centrale au menu des assises de la 13e session du comité ministériel, assises qui se sont ouvertes ce matin à Libreville. Toujours au Gabon, le ministre d'État des Travaux publics et de l'aménagement du territoire sur le terrain, Jean-Pierre Ohiba, a voulu se rendre compte des travaux d'assainissement qui se sont effectués dans la commune de Libreville dans l'objectif de rendre la circulation plus fluide. Environnement dans ce journal, des scientifiques chargés par l'ONU ont évalué le recul de la biodiversité. Une partie de la production agricole mondiale est menacée aujourd'hui par le déclin d'abeilles, de papillons et d'oiseaux. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.